À quel âge devient-on un adulte? Ou plutôt, à quel âge devient-on majeur? La plupart d'entre vous me répondraient sûrement que c'est lors de notre 18e anniversaire que nous accédons à la majorité. Cependant, la réponse n'est pas si simple. En effet, il existe une multitude de majorités, donnant toutes des droits et des devoirs différents. La majorité matrimoniale, par exemple, est l'âge auquel une personne considérée comme capable de s'engager dans les liens du mariage sans autorisation de ses parents ou tuteurs. Avant cet âge, l'individu ne peut se marier qu'avec le consentement de ses parents. En France, cet âge est fixé à 18 ans. La majorité sexuelle, elle, correspond à l'âge au-dessous duquel une personne civilement mineure ne peut s'y livrer à une activité sexuelle avec une personne civilement majeure sans que celle-ci commette une infraction pénale conformément au droit national. En France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans depuis 1945. L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, s'établit à 18 ans. Toutefois, certains mineurs de plus de 16 ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal si le juge estime que les mineurs sont capables de discernement. La majorité civile ou majorité légale, plus communément appelée majorité, est l'âge auquel un individu est juridiquement considéré comme civilement capable et responsable, c'est-à-dire essentiellement l'âge à partir duquel il est capable de s'engager par les liens d'un contrat ou d'un acte juridique. Ainsi, on se rend bien compte que sur un même territoire, les majorités sont multiples et différentes. Mais en plus de cela, chaque État possédant ses propres lois, l'obtention de ces majorités s'effectue à différents âges à travers le monde. Pour témoigner de cela, nous mettons à votre disposition une carte de la majorité civile à travers le monde. On remarque que l'âge de l'obtention de la majorité civile s'étend de 9 ans pour les femmes en Iran jusqu'à 21 ans en Égypte, par exemple, et dans d'autres pays africains principalement. On voit aussi qu'elle est fixée à 18 ans dans la plupart des pays. Mais alors, quelles raisons permettent d'expliquer le choix de ces âges? Cette frontière est-elle le fruit de normes et d'habitudes héritées de notre passé, ou y a-t-il d'autres facteurs qui permettent de justifier ce choix? Pour cela, il nous faut faire un bond dans le passé afin de retracer l'évolution de la majorité civile en France à travers le temps. Cette majorité est donc le résultat d'une conquête du droit de vote qui, depuis 200 ans, a suscité un débat d'idées, mais qui a sans aucun doute contribué à l'enracinement et l'approfondissement de notre démocratie en France. Après la Révolution de 1789, la contribution du 3 septembre 1791 instaure une monarchie constitutionnelle. De ce fait, le pouvoir appartient désormais au peuple. Mais on dit que le suffrage est censitaire. À cette époque, ce sont uniquement les hommes de plus de 25 ans et disposant de revenus aisés, les citoyens actifs, qui peuvent voter. En 1814, sous la Restauration, la majorité citoyenne est maintenant fixée à 30 ans. Le suffrage est alors universel et toutes les personnes masculines de nationalité française ayant plus de 21 ans peuvent participer à la vie politique de la France. Mais pourrait-on alors parler réellement de suffrage universel? Non, parce que les arguments misogynes empêchaient alors à l'époque les femmes de voter, par exemple. Il a fallu attendre le 21 avril 1944 pour que les femmes disposent simplement du droit de vote. Mais nous pouvons nous demander alors pourquoi nos aînés ont choisi une fois de plus d'abaisser la majorité civile de 21 à 18 ans en 1974. Il semble important de replacer le contexte historique de ce projet de loi. Dans les années 60-70, la France continue de se reconstruire après les deux guerres successives auxquelles elle a dû faire face. Également, elle doit faire face à un pic de natalité, le baby-boom. Même si celui-ci est bien notable, il n'est pas la cause principale aux effets sociaux et politiques auxquels la France va faire face en mai 68. En effet, une jeunesse instruite et cultivée ne trouve pas forcément sa place dans une société en pleine transformation. À sa tête, un leader, Daniel Cohn-Bendit. Lorsqu'il revenait en 2011 dans Libération sur les événements de 68, il explique qu'il revendiquait à l'époque un régime libéral-libertaire qui introduisait un retour à la tradition libérale des institutions démocratiques, et donc de revenir à Tocqueville. Alexis de Tocqueville, philosophe politique et précurseur de la démocratie, défendait principalement une liberté individuelle et l'égalité en politique. Fraîchement élu, Valéry Giscard d'Estaing dépose d'urgence un projet de loi à ce propos. Il veut montrer qu'il est capable de se tenir à son programme de campagne. Pour son ministre de la Justice à l'époque, Jean Le Canuet, le président et le gouvernement souhaitent alors exprimer, je cite, « un acte de confiance dans la jeunesse de notre pays afin de répondre à l'évolution de la société et de réaliser un régime harmonieux au sein de notre corps électoral ». Mais Alexis de Tocqueville avait déjà stipulé ce fait. En effet, pour lui, il expliquait que dans toutes les sociétés démocratiques, on ne peut dissocier les différentes dynamiques sociales auxquelles l'État doit faire face, qui résultent elles-mêmes de l'aspiration de l'homme à l'égalité. Même si pour beaucoup, cette proposition de loi en 1974 a pu être considérée par certains comme un instrument politique de la part du gouvernement afin d'élargir le corps électoral en perspective des prochaines élections, Maurice
Ligaud, alors député centriste à l'époque, expliquait lors de discussions à l'Assemblée nationale que l'abaissement de majorité électorale répondrait à deux objectifs. Premièrement, de faire coïncider plus parfaitement l'autonomie morale et matérielle de cette jeunesse moderne avec ses responsabilités civiles. Et deuxièmement, faire en sorte que cette population jeune et vivante participe elle-même directement à la vie de la nation, à ses choix politiques. On comprend donc que tous ces hommes politiques, favorables à l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans, souhaitent de manière générale que tous ces jeunes concernés deviennent à leur tour des citoyens à part entière. L'ensemble des partis politiques votent en faveur de ce projet de loi. Le 5 juillet 1974, la majorité civile est fixée à 18 ans. Ce projet de loi en 1974 a donné lieu à un débat d'idées et nous avons donc voulu connaître les différents enjeux qui en découlaient. Tout d'abord, c'est avant tout un abaissement de la citoyenneté qui a été voté dans cet hémicycle. Mais même si le droit de vote symbolise sans aucun doute le mieux l'accès à la citoyenneté, il faut donc remonter à une définition plus générale de la citoyenneté et de la démocratie. Ainsi, si l'âge de l'obtention de la majorité civile a évolué et notamment diminué au cours du temps, on peut se permettre de remettre en question l'âge aujourd'hui établi et de se demander quelles pourraient être les conséquences d'une nouvelle modification de cette démarcation entre la minorité et la majorité. Certaines personnes défendent effectivement l'idée d'un nouvel abaissement de l'âge permettant l'accès à la majorité civile. Nous nous sommes donc demandé si le changement de l'âge d'obtention de la majorité civile pouvait permettre d'améliorer la démocratie. Afin de répondre à cette question, il est dans un premier temps essentiel de bien définir ce qu'est la démocratie. Le terme démocratie désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Elle peut aussi désigner ou qualifier plus largement une forme de société, une forme de gouvernance de toute organisation ou encore de système de valeurs. Selon la célèbre formule d'Abraham Lincoln, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est une des définitions couramment reprises, ainsi qu'en témoigne l'article 2 de la Constitution de 1958 de la Ve République française. Cette définition est proche du sens étymologique du terme démocratie. De façon générale, un gouvernement est dit démocratique par opposition au système monarchique où le pouvoir est détenu par un seul, et au système oligarchique où le pouvoir est détenu par un groupe restreint d'individus. Karl Popper, par exemple, définit la démocratie par opposition à la dictature ou la tyrannie. Il considère qu'un régime est démocratique s'il permet aux citoyens de contrôler ses dirigeants et aussi de les évincer, sans recourir à la violence. Rousseau, lui, considère que la démocratie ne peut être que directe. La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté générale ne se représente point. Ainsi, dans chacun de ces points de vue, on remarque que le citoyen est au cœur de la démocratie. En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans citoyen. Mais alors, quelles sont les conditions d'accès à la citoyenneté et quels sont les moyens d'exprimer cette citoyenneté ? On peut d'abord se demander qui est citoyen français. Sont citoyens français les personnes ayant la nationalité française et jouissant de leurs droits civils et politiques, notamment le droit de vote. Aristote est certainement l'un des premiers à définir le concept de citoyen et ce qui en découle. Pour lui, le citoyen n'est pas citoyen du seul fait qu'il réside quelque part. Ceux qui participent qu'imparfaitement à la vie de la cité ne peuvent pas non plus être considérés comme des citoyens. Quiconque a la possibilité de participer au pouvoir délibératif ou judiciaire, nous disons dès lors qu'il est citoyen à cette cité, disait Aristote. Certains citoyens font cependant le choix de ne pas participer à la vie politique, en refusant de jouir du droit de vote par exemple. On dit d'eux que ce sont des citoyens passifs. Les autres, considérés comme actifs, ont un rôle à jouer lors de ces élections. Il existe cependant bien d'autres moyens de jouer un rôle important dans une société, en adhérant à des associations, des syndicats ou encore des partis politiques. Certains citoyens tentent de faire évoluer la société à leur manière ou encore la politique nationale. Des associations étudiantes telles que l'UNL estiment que leur implication dans des associations est un acte pleinement civique et leur accorder le droit de vote à partir de 16 ans leur permettrait donc de jouir pleinement de cette citoyenneté. En opposition, la Fidèle, une autre association étudiante, pour eux, les enseignements civiques seraient pour eux insuffisants et ne permettraient donc pas aux jeunes lycéens de pouvoir choisir un candidat plutôt qu'un autre. Nous pouvons donc nous poser la question, est-ce qu'un nouvel abaissement de la majorité civile permettrait de penser la crise civique à laquelle la France a dû faire face ces dernières semaines ? Les événements récents liés aux Gilets jaunes illustrent parfaitement le cynisme des citoyens vis-à-vis de leur politique. Jean-Luc Mélenchon parlera même d'insurrection citoyenne. En effet, cela se ressent lors des élections. Au premier tour des élections présidentielles, par exemple en 2017, il y a eu un taux d'abstention de plus de 25%. Ou encore lors des législatives en 2017, il en ressort également qu'il y a aujourd'hui une désertion des urnes de la part des 18-24 ans, près de 70%. On peut donc se poser la question de savoir si l'abaissement de la majorité civile en 1974 a-t-elle permis un approfondissement de la démocratie. Beaucoup de citoyens font délibérément
font délibérément le choix de ne plus voter lors de certaines élections, mais n'hésitent pas pour autant à faire savoir leur mécontentement à propos de la politique mise en place par le gouvernement, à l'exemple des Gilets jaunes. Ce type de mouvement social permet, selon l'UNL, de propager les idées des jeunes. Pour le sociologue Michel Fize, le spécialiste estime que abaisser la majorité inscrirait les jeunes dans une échelle de responsabilité progressive. Le gouvernement Ayrault II, ainsi que François Fillon, ont ramené sur la scène politique au cours des dernières années la pertinence de l'attribution de nouveaux droits civils aux mineurs. Le gouvernement actuel, aujourd'hui, ne semble pas à l'heure actuelle se poser la question d'un nouvel abaissement de la majorité. Didier Le Gac, député de la majorité, assure que ce n'est pas à l'ordre du jour. Même si le gouvernement ne souhaite pas accorder immédiatement le droit de vote aux jeunes de 16 ans, il n'en demeure pas moins que celui-ci souhaite initier ces jeunes à un réel civisme. Pour Didier Le Gac, la proposition du service national universel irait dans ce sens en recréant un lien entre l'individu et la nation. Dans un sondage que nous avons réalisé dans le cadre de notre controverse, 75% des sondés affirment qu'ils auraient apprécié avoir plus de cours d'éducation civique au cours de leur vie afin d'être mieux informés. Il est vrai que les inégalités sociales ont traversé les siècles et n'ont pas forcément diminué avec un approfondissement permanent de notre démocratie. Alors il semble logique de se demander si l'égalité totale est-elle réalisable au sein même de la démocratie. Le précurseur, Alexis de Tocqueville, caractérise une société démocratique par la mobilité sociale et la recherche du bien-être matériel de chacun. Il y a donc un paradoxe, puisque l'égalité des conditions conduit à alimenter les inégalités économiques. Il y a donc une conjonction de deux mouvements, une aspiration égalitaire, conscience collective pour la société, et une aspiration inégalitaire, la conscience individuelle. L'homme démocratique, par exemple, désire l'égalité dans le général et la distinction dans le particulier. Ce débat d'idées semble donc bien plus profond et ne s'arrête pas uniquement à la question du droit de vote, à proprement parler. Nous avons compris que la citoyenneté ne se réduit pas uniquement à l'obtention de ce droit. Il semble primordial à chacun de s'investir par bien d'autres moyens au sein de la cité, afin qu'il puisse jouir pleinement de sa citoyenneté. En conclusion, la question de l'abaissement de la majorité, même si elle n'a pas une place importante dans les débats actuels, symbolise toujours la démocratie. L'aspiration de chacun à tendre vers une égalité toujours plus grande, qui créera sans cesse des dynamiques sociales à l'origine, une fois de plus, de nouveaux débats.